Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale liée à la 6e partie et à son étude symbolique basée sur le nombre 51 qui m'a permis d'étudier le temps universel et l'antimoine de numéro atomique 51. Cela a débouché sur l'image symbolique du 2021. Alors, nous revenons ici. L'image symbolique 51 avec le temps universel et l'antimoine nous ont mené à une image symbolique du 2021 ici. Avec cette fameuse flamme de l'allumette, avec le potassium aussi. C'est bien évidemment l'arbre de feu riche en éléments symboliques, touchant toutes les civilisations humaines, vu son importance spirituelle. Le sujet concernant ce nombre 51 est lié, et lui aussi lié à des entrepôts, mais plutôt top secret, d'un point de vue scientifique et des militaires. Je veux parler bien évidemment de la zone 51, qui peut de façon complémentaire densifier le récit du Ragnarok, car ce sont d'autres êtres, possiblement, qui sont, entre autres, avec le personnel, bien évidemment, humain. C'est quand même intéressant. Peut-être est-ce lié aux Anunnaki ou à l'approche de Nibiru et de leurs préparatifs. Cette façon de voir les ovnis, etc. Un peu plus, mais quand même. C'est quand même assez inquiétant de voir une humanité qui ne maîtrise pas tant que ça le monde nucléaire, notamment par rapport au central, d'où cette image en 51e position, faisant référence aussi à la zone 51. Tout cela mérite un gros développement, toujours dans l'humilité et le partage d'informations et de connaissances pour le collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle séance de vidéo. Bien évidemment, toujours en fond musical Stranger Things, par rapport à cette thématique spéciale qui est vraiment très en rythme avec le sujet, très en rapport avec le sujet, bien entendu. Et évidemment, veuillez m'excuser par avance des divers problèmes techniques qui peuvent arriver, parce que ça peut arriver, bien évidemment. Alors, tout d'abord, pour comprendre de quoi on parle, allons sur ulysse.co pour analyser l'histoire de la zone 51 par Antoine Coste-d'Ombre. Tout simplement, on y va. Et voilà, on y est, ulysse.co, je remonte, en lecture immersive, on est sur Internet, c'est fantastique. Tout simplement, l'endroit le plus mystérieux du monde, la vraie histoire de la zone 51. On y va, c'est parti. Donc là, on a une photo aérienne de la zone 51, puisque on ne peut pas y approcher. On a vu le film d'Oren Peli sorti en 2015, Area 51. De toute façon, si vous y allez, ça peut être compliqué aussi. De toute façon, c'est c'est quand même pas. Pourquoi pas y aller pour faire la visite, mais bon, c'est interdit. On ne peut pas y aller si les êtres qui ont plus de connaissances, qui sont plus avancés, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a quand même autre chose à faire, notamment dans la société, quoi. Quand même. Mathieu Roberts est un mec sympa. Ce Californien de Bakersfield, au visuel bonhomme, encadré par un bouc épais et de longs cheveux châtains, affiche ses passions au vu de tous sur Internet. Les gros cylindrés, le métal, les cérubés, les teckels, ses potes l'adorent, c'est un marrant. Tout a d'ailleurs commencé par une blague sur Facebook, le 27 juin 2019. Maître a créé son groupe Storm Area 51. Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Où il invite la communauté à envahir la célèbre zone 51 pour en révéler les secrets. L'idée est simple, ils ne pourront pas tous nous arrêter, et étrangement séduisant pendant 3 jours. La blague n'a fait rire que 40 personnes. Et puis le feu a pris d'un coup. Aujourd'hui, ce sont près de 2 millions, donc sur un truc qui date à peu près de 2019. Ce sont à peu près 2 millions de personnes qui disent vouloir se rendre sur le mystérieux site pour voir les extraterrestres, le 20 septembre 2019. La blague ne fait pas rire l'US Air Force. Nous décourageons quiconque de tenter de pénétrer dans une zone où nous entraînons les forces armées américaines. Voilà, a déclaré un porte-parole de l'US Air Force. La couverture du groupe Facebook, mais les militaires ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Avec 184 chambres d'hôtel, 2 stations-service, un supermarché, un hôpital, le comté de Lincoln dans le Nevada,
n'est pas fait pour accueillir 1,9 million de personnes. Oh, bien sûr, la plupart des participantes ne viendront pas. Mais si 500 000 personnes débarquent, nous aurons des problèmes. A confié le shérif du comté Kerry Lee au Las Vegas. Les 26 policiers qu'il a mis sous ses ordres sont bien d'accord. Pourtant, malgré les mises en garde le 20 septembre prochain, il risque de voir un nombre étonnant de gens affleurer sur les terres arides qui entourent le terrain de l'armée américaine qui fascine le monde entier depuis 72 ans. Crash d'OVNI, avions d'espions et photographies classées secret défense. Voici tout ce qu'on sait vraiment de la zone 51. Le secret défense. William Colby, 19 avril, on voit sa photo, 19 avril 1964, William Colby est assis devant son bureau de Langley en Virginie, au quartier général de la CIA. Cheveux impeccablement coiffés, allure sévère et tiré à quatre épingles, le directeur de l'Agence centrale de renseignement américaine est soucieux. Il vient de recevoir un mémo faisant état d'un petit problème concernant une zone interdite, une portion de territoire totalement dissimulé aux civils. Le dos droit dans son fauteuil en cuir sombre, William Colby a raison de ne pas être sur une photographie des activités de la zone 51 pourrait avoir fuité. En cause, les astronautes de la dernière mission Skylab, l'ancêtre de la Station spatiale internationale réalisée par la NASA. Ils ont pris plus de 19 400 photos lors de leur dernier voyage dans l'espace. L'une d'entre elles donne à voir la base secrète la mieux gardée des États-Unis dans ses plus détails les plus intimes. L'acte était-il intentionnel? S'agissait-il d'une simple maladresse des astronautes de la NASA? La réponse n'a jamais été dévoilée, mais pour William Colby, la seule existence du cliché pourrait entraîner de graves conséquences. Le risque que l'image tombe aux mains des soviétiques est trop importante. Elle doit absolument être classée secret défense et vite. William Colby organise immédiatement une réunion entre les différentes agences américaines pour demander sa classification. La NASA et le département de l'Intérieur s'y opposent sans détour. Un cas classique de concurrence entre agences gouvernementales. Pourtant, un accord existe entre la NASA et les services secrets américains. Toute photo prise par un satellite ou des astronautes doit d'abord passer par le Centre national d'interprétation photographique basé à Washington. Au sein de ce service dirigé par la CIA, on vérifie et interprète toutes les photos aériennes et satellites. Dans ce cas précis, la question est de savoir si une photo prise par un programme non classé secret défense peut être classifiée. La CIA obtiendra finalement gain de cause. Plus de 40 ans plus tard, le contenu de cette image reste un mystère absolu. La photo a été retirée du dossier Skylab 4 face à l'influence de la CIA et à la puissance des secrets entourant la base militaire. La NASA et l'intérieur n'ont pas eu leur mot à dire. Cette base, on l'appelle Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake ou encore Zone 51. Elle conservera donc tous ses secrets. Colby peut dormir tranquille. Donc on voit la photo du lac asséché de Groom Lake, la zone 51 vue du ciel. Groom Lake Road, au beau milieu du désert de Nevada, dans la vallée de Tigaboo, la ville de Rachel est la seule commune à des kilomètres à l'avant, perdue dans le comté de Lincoln, à 3 heures de route au nord de Las Vegas. Rachel et sa cinquantaine d'habitants sont plantés là dans le désert du Grand Bassin des États-Unis, un no man's land où règne sans partage une chaleur ardente. Et Rachel est une ancienne ville minière de tungstène dont la plupart des habitants vivent dans des ranchs. Ici, il n'y a pas de mairie, pas de station essence, pas même de supermarché ou d'épicerie, pas aussi. Seulement le Little A.L. Inn, une petite auberge qui accueille les voyageurs audacieux ou égarés. C'est l'unique village qui donne sur la route 375, une interminable voie goudronnée qui mène droit vers les mines et au-delà, une portion de sentier terreux appelé Groom Lake Road qui semble ne mener nulle part. Enfin, pas tout à fait au bout de ce chemin poussiéreux, c'est une zone interdite d'accès. La voie terreuse laisse à nouveau place à une route goudronnée qui s'enfonce et grimpe plus avant dans ces collines désertiques et inhospitalières. À la frontière entre terre et goudron, pas de barrière ou de poste de garde, juste une paire intimidante de panneaux d'interdiction d'aller plus loin, accompagnés de pancartes sommant les voyageurs de rebrousser chemin. De multiples interdictions y sont placardées, telles que no drone zone ou photographie interdite. Toute
discrétion expose l'imprudent à un maximum de 1000 dollars d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Si un touriste un peu trop curieux s'avance près de la limite indiquée, un 4x4 blanc ou beige banalisé apparaît, en sorte de soldat très couleur sable, armé chargé aux deux mains, qui intimement vigoureusement le voyageur de reprendre sa route dans le sens inverse. Comment ont-ils pu s'apercevoir dans une présence intrusive? Dans le ciel immense, pas un voile en vue, le désert semble mort, mais d'une manière ou d'une autre, tout est enregistré sur cette route. Il y a des capteurs, bien évidemment. Les habitants de Rachel racontent à mi-voix que les détecteurs de mouvement, c'est ce que je disais, se terrent partout dans la zone, qui est en sorte de Groom Lake jusqu'en 2013. Les autorités américaines se refusent à tout commentaire sur les activités de la zone 51, accentuant les spéculations et le climat de mystère sur la région. Tous les interdits qui entourent la zone 51 font que les gens veulent savoir ce qui s'y passe, explique l'extérieur du terme de la ligne. Pardon. Spécialisé dans l'aéronautique, l'enquête... Pardon, excusez-moi. Il a enquêté pendant plus de 30 ans sur Groom Lake et ses énigmes. Pour lui, une seule certitude ressort sur des nombreux mythes qui l'entourent. La zone 51 existe bel et bien et elle est encore active aujourd'hui. Il est absolument certain qu'il s'y passe des choses contre coutume. Mais quoi? Avion espion. La nuit du mercredi de juillet 1947, un orage s'abat sur la région environnant Roswell, petite ville du Nouveau-Mexique, dans une zone désertique et difficile d'accès, battue par une pluie diluvienne. Une explosion terrible se fait entendre, accompagnée d'un arc lumineux qui traverse le ciel. Ça ne ressemble pas à un coup de tonnerre. Le lendemain, alors qu'il promène ses chèvres, William Brezel découvre sur son terrain des débris éparpillés sur une vaste surface. Mac, chapeau de cow-boy, vissé sur la tête des propriétaires d'armes. Comme plusieurs de ses voisins, il a déjà retrouvé sur ces terres des débris de ballons météorologiques, mais cette fois, il est surpris par l'aspect de sa trouvaille. Il en ramasse quelques-uns qu'il ramène chez lui. Intéressant. Quelques jours plus tard, il se décide à faire part de sa trouvaille à George Wilcox, le shérif du comté de Chavez. Celui-ci appelle le Roswell Army Airfield, le camp militaire basé à côté de la ville. 2 soldats se rendent sur les lieux pour inspecter les fameux débris, et dès le lendemain, le colonel Blanchard fait boucler le périmètre du crash. C'est bizarre si c'est que des ballons de... Si c'est que des ballons de montgolfière ou... Faire boucler le périmètre du crash pour ça, il faut juste un peu de déduction, tout simplement. Au moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les débris sont ramassés emmenés par camion à la base de Roswell. Le jour même, le colonel annonce via un communiqué que les débris retrouvés proviennent d'une soucoupe volante. On n'a rien, tantôt la presse du pays est en effervescence et survenue dans la région, mais quelques heures plus tard, le brigadier, quelques heures plus tard, le brigadier général, Roger Ramey, n'aura pas dû dire la vérité finalement, annonce que le colonel Blanchard s'est trompé. Il s'agirait non pas de soucoupe volante, mais des restes d'un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar. Un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar ne nécessite pas de boucler un périmètre. Tout simplement. L'humilité, c'est d'avoir juste cette réflexion, cette déduction simple. Tout simplement. C'est dans la zone 51, à en croire les plus fervents ufologues, que seront entreposés les vestiges du crash de Roswell. À les en croire, ils constitueraient la preuve de la relation secrète qu'entretient l'armée américaine avec des espèces extraterrestres. Donc là, on voit l'avion U-2. Un avion espion U-2. En 2013, un rapport officiel sur l'histoire du programme d'avion espion U-2 entre 1954 et 1974, rédigé par 2 historiens de la CIA, a été entièrement déclassifié. Il relate en des termes détaillés l'histoire de la zone 51 et ce qu'on y aurait réalisé pendant ces 2 dernières décennies de secret. D'après ce document de plus de 400 pages, c'est en 1955 que débute véritablement l'histoire de la zone 51. À l'époque, la CIA était à la recherche d'un site pour procéder aux essais du U-2, le nouvel avion espion mis par l'entreprise Lockheed Martin, la leader mondiale dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'appareil doit être testé à l'abri des regards indiscrets. Alors que les États-Unis sont en pleine guerre froide contre l'URSS, la zone doit offrir une piste suffisamment longue et résistante pour supporter le poids du nouvel appareil, des réserves de carburant considérables et la proximité d'une administration militaire pour la logistique. Le lieu choisi par la CIA se situe dans une région administrative que dans cette carte du gouvernement appelle la zone 51. Elle se trouve à côté de Groom Lake, un lac asséché coincé entre les montagnes. Sa situation géographique est parfaite puisque la zone est largement interdite d'accès au public.
La petite base qui sera ensuite rénovée et agrandie est entourée de la zone militaire de Nellis et du site d'essai nucléaire du Nevada, en service de 1951 à 1992. L'endroit est inhospitalier et pour convaincre les ingénieurs et les militaires de venir travailler au sein de cette nouvelle base, Kelly Johnson, un des ingénieurs en chef du projet U2, décide de renommer l'endroit Paradis Ranch, un des premiers surnoms de la zone. De 1955 à 1974, les projets d'avions espions se sont enchaînés. À partir de 1955, et les premiers tests d'avions espions U2, des témoignages faisant l'état d'observation d'OVNI dans la zone commencent à apparaître. Les vols à haute altitude du U2 ont rapidement entraîné un effet secondaire inattendu, l'augmentation phénoménale des signalements d'objets volants non identifiés, racontent les deux historiens de la CIA. Encore une fois, peut-être pour camoufler. À l'époque, les avions de ligne volent à une hauteur de 3000 à 6000 mètres quand les U2 se déplacent à plus de 20 000 mètres. Le tel c'est également arrivé en début de soirée de la part de pilotes commerciaux volant d'est en ouest d'ici. À cette heure de la journée, le soleil était bas sur l'horizon, plongeant les avions dans l'ombre et rendant difficile leur identification à l'œil nu. Quant à U2 volait dans les environs à très haute altitude, le soleil se reflétait sur ses ailes métalliques, ce qui donnait l'impression aux pilotes de voir des objets enflammés et cryptiques. Le phénomène était également observé sur la terre ferme. À cette époque, personne n'imaginait qu'un vol habité était possible à cette altitude. Ce qui fait que personne ne s'attendait à voir un objet si haut dans le ciel, poursuivit les deux historiens. Toujours d'après le rapport, le caractère ultra secret du programme U2 empêchait les membres de l'Air Force, chargés d'enquêter sur les signalements d'OVNI, d'expliquer les véritables raisons de ces phénomènes. De 1955 à 1974, les projets d'avions espions se sont enchaînés. Avant même que le U2 ne soit totalement développé, le projet Oxcar a été lancé par la CIA en 1962. Cet appareil de reconnaissance à haute altitude était capable d'atteindre la vitesse de Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son. Kenneth Collins a aujourd'hui 80 ans, c'était ce pilote d'essai de la CIA, a effectué de nombreux vols avec le U2 Oxcar dans les années 60. Il se souvient en détail du 24 mai 1963, le jour de son crash avec l'Oxcar dans l'Utah. 3 hommes sont arrivés en pick-up et m'ont proposé de l'aide. J'aurais dit de ne pas s'approcher de l'avion, que j'avais une charge nucléaire à bord. Le CIA a fait signer à tous les témoins un engagement de confidentialité et déguisé l'accident en expliquant qu'il s'agissait d'un simple avion de l'US Air Force. Après avoir été récupéré, le pilote a subi un interrogatoire de la CIA, dont les agents lui ont administré un sérum de vérité. Il veut s'assurer que je n'avais rien oublié de leur dire des circonstances de l'accident. Quelques jours plus tard, 3 agents le ramenaient chez lui. L'un d'eux conduisait ma voiture, les 2 autres m'ont porté à l'intérieur et m'ont jeté sur le lit. J'étais défoncé à cause des médicaments. Ils m'ont donné les clés de voiture à Jeanne, mon épouse, et sont repartis sans dire un mot. Lockheed A12 Oxcar. Donc voilà pour cette lecture. Bien évidemment, cette vidéo aussi est consacrée à Bob Lazar et il y a d'autres liens. J'en parlerai juste après, évidemment. Alors après avoir fait le tour global de cette zone, essayons de comprendre comment les structures comme la CIA, bien sûr, et les révélateurs d'informations, justement comme Bob Lazar, ont agi avec les médias. En gros, finalement, comment ils ont communiqué. Alors, on va aller en lecture immersive sur Star Mag. Tout d'abord, la vision de la CIA qui communique au niveau mainstream pour peut-être apaiser certaines thèses finalement. Sur starmag.com par Matt. On y va. La CIA dévoile les activités de la zone 50. C'est du mainstream, c'est officiel. C'est à la suite d'un rapport officiel de la CIA déclassifié, rapport rédigé par des historiens sur le programme ultra secret U2 pendant la période de 1954 à 1974. Ce que je disais dans la présentation. Ça, c'est plutôt leur compte rendu. Fini les théories sur le disant vert et l'histoire de l'OVNI sur Roswell qui s'était écrasé au Nouveau-Mexique en 1947. On s'en aperçoit très bien. Puisque dans ce rapport de 400 pages, il n'est pas question d'OVNI, une base secrète zone 51, la fameuse base située dans le désert de Mojave au nord-ouest, à environ 30 km de Las Vegas, et qui, selon les officiels américains, a servi de base des avions U2, des avions furtifs capables de voler à 20 000 mètres, alors qu'ils avaient une ligne, ils volaient entre 3 000 et 6 000 mètres. Les U2 devaient servir
pendant la guerre du Vietnam. En tout cas, c'est ce que disait un mémorandum, et rédigé par le directeur de l'époque de la CIA, M. Richard Helms, en 1967. D'ailleurs, ce document est consultable sur Internet depuis octobre 2012. Et puis, tous les rédacteurs du fameux rapport sur la zone 51 nous dévoilent que tous les phénomènes bizarres observés par les pilotes de ligne à l'époque n'étaient en fait que les tests de 3 avions espions UZ qui évoluaient le plus souvent à une altitude de 20 000 mètres, soit 1200 mètres plus haut que les autres avions de ligne, et que les boucles de feu observées dans le dégel mondial étaient en fait la réverbération du soleil sur le fuselage argenté des avions, et de ce qui se produisait régulièrement au début de soirée. Surtout qu'à l'époque, les gens ne s'imaginaient pas que des appareils volants pouvaient atteindre de telles altitudes, ce qui renforcerait les théories sur les ovnis. La CIA admet tout de même une chose directement, c'est le fait que tous les enquêteurs liés de près ou de loin avec les ovnis ne pouvaient pas parler et nier, car l'histoire de la zone 51 relève de la sécurité nationale américaine. Et c'est un rapport sur lequel on peut réellement s'appuyer pour connaître la vérité sur les activités de la zone 51 entre 1954 et 1974, ou est-ce un subterfuge de l'armée américaine pour cacher la vérité sur ce qui pourrait être le futur de l'humanité? L'existence prouvée de petits hommes verts. Pourtant, un ancien agent de la CIA avait témoigné de l'existence réelle de Roswell. Après avoir fouillé et découvert une boîte nommée Roswell, où il disait avoir trouvé des preuves de l'existence de cet incident. Où est la vérité? La CIA peut justifier les ouvriers de la zone 51 comme elle le souhaite, mais cette histoire d'ovnis espions, d'avions espions justement, ne suffit pas à répondre à toutes les interrogations, et tôt ou tard, la vraie vérité surgira. Alors, voici une personne qui a travaillé à la zone 51. Il nous informe de ce qui se passe à l'intérieur de la base, bien évidemment. Les autorités américaines ont tout fait pour le censurer et le discréditer. Mais il y a un documentaire sur Netflix concernant ces travaux. Et sur fredzone.org, un article de Youssouf concernant l'une de ces informations importantes, c'est sur du carburant alien. On va voir ça, du carburant alien. Bob Lazar, documentaire sur Netflix, Bob Lazar, bien sûr. La drôle histoire de Bob Lazar, de la zone 51 et du carburant alien. On va voir ça. D'après les ufologues du gouvernement américain, cachent dans la zone 51 en Nevada des aliens et des technologies extraterrestres. L'un d'entre eux, en particulier Bob Lazar, dit avoir lui-même travaillé dans la zone 51 et vu les preuves de la présence d'extraterrestres. Il affirme notamment avoir travaillé sur un mystérieux élément, un genre de carburant alien dont il aurait dérobé une petite quantité avant de partir de la zone 51. Et ce fameux élément serait la raison de la perquisition de son entreprise par la FBI en 2016. Effectivement, c'est une perquisition, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas s'embêter à faire une perquisition s'il n'y a pas des éléments que eux, ça les dérange. Sauf que les informations obtenues par les sponsors sur cette affaire racontent une toute autre histoire. L'élément 115, un carburant alien qui serait caché dans la zone 51. Robert Lazar est aujourd'hui l'un des personnages les plus influents et controversés dans toute la sphère UFO. Unknown Flying Object. L'histoire de Bob Lazar et des extraterrestres commence le 24 mai 1989 lors d'une interview en direct avec le journaliste d'investigation George Knapp sur KLS Las Vegas sous le pseudonyme de Dennis. En dissimulant son identité, Lazar avait alors déclaré que c'est intelligent de faire une déclaration sous dissimulant, vaut mieux, dans une section top secret de la zone 51 appelée S4. S4, il me semble, c'est sous terre profondément. Il avait travaillé sur, peut-être sous une montagne. Il avait travaillé sur un vaisseau extraterrestre capturé par le gouvernement américain. Des mois plus tard, en révélant cette fois son identité, il déclara que le gouvernement américain le traquait secrètement, qu'il s'est fait tirer dans les pneus et que dans ses dossiers scolaires avaient été effacés de Caltech et du MIT. Pour le discréditer, en lui disant qu'il n'a jamais été dans ces écoles.
À cette occasion, Lazare affirma que lorsqu'il se trouvait dans la zone 51, son travail consistait à faire de l'ingénierie inversée sur un matériau extraterrestre appelé l'élément 115, qui, selon lui, servait à propulser les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il a par ailleurs laissé entendre qu'il avait pris un échantillon de l'élément 115 de la zone 51 et que cet élément présentait un grand intérêt pour le gouvernement fédéral. C'est un élément très lourd, a-t-il déclaré à Larry King. C'est un élément unique. Lorsqu'il est exposé à des radiations, il produit son propre champ gravitationnel, son propre champ anti-gravitationnel. Et c'est ce qui est utilisé pour soulever et propulser l'engin. Au cours des années qui ont suivi, Lazare s'est montré plutôt discret et on a profité pour créer une entreprise de fourniture et d'équipement scientifique appelée United Nuclear Scientific, basée au Nouveau-Mexique puis au Michigan et bientôt dans l'Oregon. Un coup d'œil rapide sur le site web de la société, on peut voir qu'elle a un penchant sur le côté exotique et potentiellement dangereux de la science. Minerai radioactif, nitrate d'ammonium et uranium. Mais 30 ans après sa première déclaration sur la zone 51, Lazare et United Nuclear Scientific se sont retrouvés au cœur d'une nouvelle affaire qui, selon les théoriciens du complot, est liée à l'élément 115. Une affaire de meurtre par empoisonnement au sulfate de thallium. En 2016, alors que Lazare et le réalisateur Jeremy Kenyon Locklear Corbell, qu'on retrouve ici dans la théorie, par rapport à l'élément 115, prépare un documentaire sur la vie de Lazare, une unité nucléaire scientifique, a été perquisitionné par le FBI et la police locale. Lazare et ses partisans ont trouvé cela très suspect et d'après le FBI cherchait à récupérer des échantillons, bien sûr, l'élément 115 que Lazare avait prélevé dans la zone 51. Selon les théoriciens du complot, Lazare était sous la surveillance du gouvernement et la perquisition n'était que le dernier en date d'une campagne de harcèlement de plusieurs décennies contre lui. Toutefois, le site Motherboard dit avoir obtenu des documents qui montrent que le raid du FBI n'avait rien à voir avec l'élément 115, mais l'histoire que révèlent ces documents est tout aussi étrange. En effet, les documents montrent que le raid faisait partie d'une vaste enquête de meurtre en cours qui implique des autorités étatiques, locales et fédérales. Les documents ne font cependant aucune mention de l'élément 115. Selon des rapports rédigés par le sergent détective de la police de l'État du Michigan, Thomas Rajala, les événements qui ont conduit à la perquisition de United Nuclear ont commencé fin 2015 avec la mort mystérieuse de Janelle Strozel, âgée de 31 ans. Les médecins ont conclu que Strozel avait été empoisonné et était mort de toxicité au thallium, aussi connu sous le nom de poison de l'empoisonnant. Le sulfate de thallium est très toxique, incolore, un odeur sans goût et très difficile à détecter. Or, d'après les rapports de la police d'État du Michigan et le site web de United Nuclear Scientific, la société de Lazare vend du thallium. La perquisition de la police. Voilà. J'ai oublié de mettre la lumière. Je ne sais pas si ça vous a gêné. Vu que j'ai vu que le soleil a diminué, je remets la lumière. N'hésitez pas à dire je continue pour le coup, je suis dans le rythme. La perquisition de la police, désolé, visait ainsi à découvrir les personnes à qui la société en a vendu. Lazare lui-même n'était pas considéré comme suspect dans le rapport de la police. Mais selon Lazare et Corbell, la perquisition des fédéraux n'avait rien à voir avec un empoisonnement au thallium. Pour eux, il ne s'agissait que d'une découverte car le FBI était surtout intéressé par l'élément 115. D'autres affaires reliant Bob Lazare à la vente de toxines mortelles. Ce n'est pas la première fois que Bob Lazare et la vente de toxines mortelles sont associés. En 2003, après avoir vendu sans le savoir à des agents fédéraux des produits chimiques utilisés dans la fabrication de feux d'artifice illégaux. Le domicile de Lazare avait été perquisitionné par la Consumer Product and Safety Commission. Lazare a rapporté que lors de ce raid, il avait entendu des membres de l'équipe des SWAT dire ce sont des conneries, ça ne ressemble pas à ce qu'ils nous ont dit lors du briefing. Selon les archives de la Cour fédérale en 2006, Lazare a plaidé coupable dans cette affaire et a été condamné à une amende de $7 500 et à une probation de 3 ans. Toujours en 2006, plusieurs organes de presse ont accusé Lazare de vendre du poison après qu'on ait découvert qu'il vendait le même poison radioactif à celui utilisé pour tuer l'ancien espion du KGB, Alexander Litvinenko. Toujours est-il qu'à ce jour, il n'y a eu aucune preuve tangible démontrant que Lazare ait mis les pieds dans la zone 51 et encore moins travaillé sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou obtenu des substances mystérieuses. Bien évidemment, il y a les preuves dans le documentaire. Bien évidemment, elle ne va pas
ils sont fait des perquisitions, etc. Il a toutes les preuves du moment qu'il a travaillé dans une cinquantaine. Mais évidemment, au niveau mainstream, ils ont expliqué que il n'a pas travaillé, ils ont tout fait pour discréditer en tout cas. Pour couvrir l'affaire en fait. Intéressante cette première analyse concernant Bob Lazar, dont il y a beaucoup de zones d'ombre. Moi je pense qu'il n'y a aucune raison de mentir. Comme je disais, car il y a des perquisitions et harcèlement. Donc dire qu'il n'a pas trouvé 51 est un peu beauté en touche, bien sûr. C'est l'évidence. C'est une belle chute pour l'œil. Voyons voir à présent une approche scientifique de l'élément 115. Point de vue scientifique classique, tranquille. Technique sur technique-ingénieur.fr, c'est classique, il n'y a pas plus mainstream. En plus, on a les dépêches AFP qui sont là, donc on ne peut pas être plus mainstream par Audrey Lubens, journaliste scientifique, posté le 5 septembre 2013 par la rédaction. On va voir ça. L'existence du Unun Pentium confirmé. Alors, on y va, c'est parti. Des chercheurs suédois ont mis en évidence l'existence d'un élément à 115 protons. 115, c'est le nombre de protons de ce nouvel élément baptisé temporairement le Unun Pentium. Découvert en 2004 par une équipe russe, d'où le nom de Moscovium plus tard. Cet élément à 115 protons n'a pas encore d'existence officielle. Pour cela, il faut attendre que l'Union internationale de chimie pure appliquée le reconnaisse. Le Unun Pentium pourra alors avoir un vrai nom, Moscovium, et apparaît dans le tableau périodique des éléments, l'élément 115. Donc, dans la case 115, encore d'accord. L'observation des scientifiques de l'université de Lund en Suède devrait accélérer le processus en exposant une fine couche d'américium à des ions calcium. Ils ont réussi à synthétiser un élément nouveau. Donc c'est issu d'un mélange de deux substances, on va dire. L'américium et l'ion calcium, ça nous donne ce nouveau produit qu'on appelle Moscovium à 115 protons. La mesure de l'énergie des photons émis lors de la désintégration permet de déterminer que son atome comptabilise bel et bien 115 protons. Le Unun Pentium se décompose en 90 millisecondes. Il s'agit d'un élément très lourd et radioactif, tout comme l'américium. Radioactif dans le sens où il se décompose très rapidement. 90 millisecondes, c'est très rapidement. Publié dans la revue Physical Review Letters, ces travaux sont les seuls à confirmer la découverte de l'équipe russe datant pourtant de 9 ans, donc 2004, pour eux par rapport à 2013. Le tableau périodique des éléments devrait donc bientôt accueillir un nouvel élément. Les éléments 114, 116 et 117 eux-mêmes découverts très récemment en 2010 et 2011 pourront profiter d'un nouveau voisin. Alors encore une chute intéressante de Audrey Lubens. Pour l'anecdote, bien que, et ça me fait, pour le coup, pour l'anecdote, bien que sans existence officielle, Unun Pentium a déjà inspiré les auteurs du célèbre jeu vidéo Call of Duty, dans lequel le Unun Pentium, appelé l'élément 115, est une substance pathogène utilisée pour transformer des êtres vivants en zombies. Tout simplement. Alors, c'est une vision de la culture pop, bien évidemment. Dès que j'ai une possibilité, comme le récit Ibira, pour le coup, qui a donné des digressions extraordinaires, pour le coup, là, justement, une bonne transition de cette journaliste qui nous propulse directement vers un fan site de Call of Duty avec avertissement. Mais évidemment, c'est la plus grande saga de jeux vidéo, la plus vendue en tout cas. Voilà le site quand il ressort, et on va en profiter pour de la lecture immersive. Alors, j'étais peut-être un peu trop rapidement. Élément 115. Voilà.
ça a mis un peu de temps. Voilà, élément 115. Donc on voit la photo de l'image, hein, à quoi ça ressemble, dans le jeu, il me semble. L'élément 115, Unum Pentium Moscovium, ou Divinium, est un minéral qui sera à l'origine des zombies, provenant d'une météorite s'étant écrasée à Tunguska. On peut voir l'inscription en anglais, Tunguska, sur la carte Shinonuma. J'en ai parlé par rapport à Nikola Tesla à Tunguska, dans les années, au début du XXe siècle, il me semble, il y a Tunguska. Encore une fois, ça c'est la vision de la culture pop. Bon, ça c'est par rapport à Call of Duty, on est bien d'accord. Hein. Mais ça donne à réfléchir, tout comme le récit ira en transposition, comme ça. Et c'est toujours proche de la réalité, il y a toujours une réflexion à avoir. Et ça faut penser à World War Z, avec Brad Pitt. Et oui. Plusieurs textes apparaissent dans le mode zombie, hein, comme des corps, des feuilles déchirées, et ouvriers, pour être précis, dont le texte se traduit en anglais. On a des pointillés, et moi je rajouterai ici l'élément 115 est obtenu entre la collision d'un noyau d'américium avec un anneau de calcium perdu. Ça, c'est ce que j'ai dit dans les scientifiques classiques. Il se désintègre alors. Après la désintégration, un isotope métastable est formé. Cela nous amène à croire que le transfert de la matière est en effet possible. Cela nous amène à croire que le transfert de la matière est en effet possible. Et même la réanimation de ici on voit bien, soldats morts. En remplaçant respectivement, comme je disais, les premiers et derniers pointillons par l'élément 115. Les soldats morts, on peut se douter que la découverte de cet élément n'était pas anodine. Voilà pourquoi ils ont discrédité Bob Lazar. Et Bob Lazar, c'est une sorte de, finalement, de Snowden, tout simplement. C'est un Snowden, c'est un Assange. Très clairement, moi je les mets au même niveau. Il n'y a aucune différence. C'est le même lancement d'alerte, le même, c'est copier-coller. C'est très 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 important. Moins connu parce que ça reste faire UFO, peut-être un peu fermé, puisque c'est de la science, de la vulgarisation scientifique, très discrédité toujours par les médias. Donc c'est pour ça que Bob Lazar est moins connu que Edward Snowden et Julian Assange. L'élément 115 a transformé le chien Fluffy de Samantha Maxis, ça c'est dans le jeu, en chien de l'enfer via un téléporteur. Et le terme chien de l'enfer me fait penser au loup Fenrir. Alors moi j'aime bien transposer, vous savez. Mais bon, dans la mythologie nordique. Et puis, il y a aussi, j'ai oublié le nom, mais aussi les gardiens de porte de l'enfer, les trois, le loup à trois têtes qu'on trouve dans la Bible, dont j'ai oublié le nom. Et oui. Donc ça se retrouve aussi dans plein de cultures, ces fameux chiens de l'enfer. Le scientifique échec du groupe 935, Ludwig Maxis, en train de tester un prototype de téléporteur sur les chiens, il a accidentellement transformé en chien de l'enfer. Donc pour terminer, allez, dans le gameplay, il est utilisé pour machine à boisson, tout, pour les armes miracles, etc. Donc c'est très intéressant cette vision. J'en profite, hein, bien sûr. Avec un peu de citron, ça fait du bien. C'est une réflexion vraiment intéressante hein, de la pop culture, comme je disais, concernant cet élément, ce qu'on peut en faire et de ce qu'on peut en faire, mais pour le coup, là, d'un point de vue malfaisant. Il y a toujours l'autre côté, on est bien d'accord. Passons à la séquence de l'explication concernant cet élément et ce que Bob Lazar a développé et révélé. Sur l'échelle de jacob.blogspot.com, là pas de lecture immersive, mais c'est assez bon, quand même en grosseur de caractère, publié par Paul, le 30 juin 2019, Unum Pentium 115. Donc là on voit un vaisseau spatial. Je ne sais pas si vous avez vu le film Zone 51 de Area 51, du réalisateur qui a fait les Paranormal Activity, dont j'ai cité le nom.
très clairement, ouais, c'est très très proche, ces recherches sont très crédibles par rapport au dire, on va dire, de Bob Lazar. Et on va voir aussi, à la fin de cette vidéo, d'autres témoignages. Peut-être un peu plus glaçants. Bien sûr. Donc là, on voit à peu près ces chronologies. Hein. Là, on voit le réacteur. Ici, justement, la tête amplificateur avec une tête de 2 axes en pivotant. L'amplification gravitaire. Et puis, ici, on a une sorte d'antenne, un waveguide qui vient du réacteur extérieur. Après, entre une chose, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, à peu près, ça donne à peu près ça. Sur l'antenne, le réacteur qui est à l'antenne. Et puis, l'amplification gravitationnelle. Et les pivots, c'est impressionnant, tout simplement. Très, très, très impressionnant. Malheureusement, d'où les guerres mondiales avec les nazis, etc. Et la guerre froide aussi. La guerre froide est liée à ça, bien entendu. Bien entendu. C'est quand même important. Très, très, très important. Là, on va essayer de bien comprendre que dit Bob Lazar, très clairement. Pardon. En 1985, je reprends, en 1989, Bob Lazar a révélé au monde entier que le gouvernement américain procède en secret à la rétro-ingénierie sur des ovnis. Avec la rétro-ingénierie, ils peuvent faire le U-2 ou l'autre avion Lockheed Martin, le Foxcat, il me semble. En secret de la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, situé à 20 km au sud de la zone 51 près de Groom Lake dans le Nevada. Il déclara aussi que le fonctionnement de ces engins basés sur l'antigravité dépend d'un mystérieux élément inconnu nommé élément 115 ridiculisé, attaqué de toutes parts. Personne ne l'avait cru à l'époque. Pourtant, en 2004, l'équipe de scientifiques découvre l'existence. Et oui, vous voyez, hein, il en parlait en 1989 déjà, Bob Lazar, mais les Russes, en 2004, une équipe de scientifiques découvre l'existence de l'Unun Panchom, l'élément 115 du tableau périodique. Incroyable, Bob Lazar avait donc raison, bien évidemment qu'il avait raison. C'est un lanceur d'alerte. Robert Scott Lazar ou Bob Lazar, né le 26 janvier 1959, est ingénieur et scientifique. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au S4 près de la zone 51, une base militaire secrète située dans le désert du Nevada. D'après Lazar, le secteur S4 a été créé pour l'étude sur la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Effectivement, quand on lit les dessous de la guerre mondiale, voilà, là on y est. Cependant, la véracité de ses propos a été attaquée après que les écoles dans lesquelles il affirme avoir fait études reconnaissent n'avoir aucune trace de lui. Vous voyez, la CIA a effacé les dossiers du MIT et de Caltech, il me semble. Et donc, voilà l'info. Et que personne de la communauté scientifique n'a assumé lui. J'ai expliqué, les scientifiques, ils ne peuvent pas. Hein, ils ont des virements, c'est-à-dire qu'ils ont des financements. Voilà. Il y a un camp à choisir. Soit c'est le camp de Bob Lazar, d'Edward Snowden et Julian Assange, soit c'est le camp des autres. Et quand je rajoute ces 3 personnes, je rajoute aussi malheureusement, c'est triste qu'il leur est arrivé, bien sûr, à Serge Monast, à Claire Sévrac, et puis même, je dirais, à Karim Ulysse, le créateur du PCR. Je dirais aussi. Peut-être que je n'oublie d'autres, mais en tout cas, c'est important de le signaler et de le dire. Hein, c'est quand même important. Donc, je continue. Hein. Lazare s'est défendu en affirmant que le gouvernement a cherché à effacer son existence après l'avoir démis de ses fonctions, donnant lieu à diverses théories conspirationnistes. Il peut très bien faire un PDF de sa lettre de licenciement. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais est-ce qu'il l'a vraiment... De toute façon, on peut tout nier de toute façon. Selon Paris Match, le docteur Robert Krangel, physicien et contractant externe à Los Alamos, a confirmé la présence de Bob Lazar à Los Alamos. Tout expliqué dans cet extrait des recherches du MUFON. Leur série de documentaires Hangar 1 a été diffusée sur la chaîne de télévision numéro 23, qui diffuse maintenant RMC Story, qui diffuse aussi Alien Theory. On a aussi le MUFON France avec Pascal Fechner.
On voit aussi qu'il y a un intervenant aussi de BTLV, le média de Bob Belanca, qui parle souvent, qui est le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué, avec aussi Lura TV, mais qui parle aussi surtout d'OVNI, et vraiment, c'est vraiment fantastique, hein, c'est vraiment extraordinaire. Lazare apparaît sur le devant de la scène pour la première fois en 1982 de Los Alamos son éditeur d'article intitulé Un scientifique de Los Alamos rejoint la Jet Set à 300 km/h, près d'un dragster sur lequel Lazare affirme avoir travaillé avec l'aide d'un chercheur de la NASA. Le bolide était construit à partir d'un moteur de jet modifié et placé dans une voiture classique. Le journal présente alors Bob Lazar comme un physicien travaillant au complexe de Los Alamos Mason. En novembre 1989, Lazar est interviewé à Las Vegas par le reporter George Knapp pour la télévision locale Kelas TV. Dans cette interview, Lazar révèle avoir travaillé au secteur 4, un lieu proche de la zone 51 ou Groom Lake, dans le comté de Lincoln au Nevada, à environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas. La zone 51 est connue pour avoir été utilisée pour des essais d'armes secrètes après la Seconde Guerre mondiale. Lazar fut amené à travailler avec d'autres scientifiques sur la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant aux soucoupes volantes des cultures populaires. Il pensa alors que des observations d'OVNI étaient en réalité les vols d'essai de ces engins appartenant à l'US Air Force, mais au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de plusieurs documents, il parvient à la conclusion que les 9 engins entreposés à S4 étaient d'origine extraterrestre. Dans son témoignage, il explique s'en être rendu compte lorsqu'il monta à bord de l'un de ses abris pour en examiner l'intérieur. Il eut la sensation que cet engin était construit pour une personne d'une autre morphologie que celle d'un pilote humain. C'est ce qu'on voit dans le film Area 51 d'Oran Payne. Ces extraterrestres proviendraient du système solaire Zeta Reticuli, situé dans la constellation du Réticule à 39 années-lumière de notre planète. La relation entre Zeta Reticuli et une hypothétique civilisation extraterrestre fut déjà mentionnée dans un cas célèbre d'enlèvement en 1961. C'est peut-être le couple à Arendelle-Cham, il me semble. Peut-être un couple. Mais il faut voir. En 1989, beaucoup de gens ont été abductés. C'est un fait. On voit bien la série de Abducted de Spielberg. C'est peut-être pas le nom officiel de la série. Taken peut-être. Mais très clairement, il est quand même bien informé. Notamment avec aussi rencontre d'autres troisième type et garde-des-mondes pour Spielberg. Lazar explique que le carburant des 6 coupes volantes était l'élément atomique 115, l'Unun Panchon découvert 15 ans après, 1989-2004. Selon lui, l'élément est une source d'énergie qui permet l'antigravité lorsqu'il est bombardé de protons et produit de l'énergie par antimatière. Juste entre parenthèses, très clairement, les anciennes civilisations, pour construire ces choses-là, ces choses aussi lourdes. Voilà. Mais peut-être que le dernier lien va peut-être nous donner des éléments concernant les anciennes civilisations et le fait qu'elles connaissaient cet élément 115. Lorsque l'intense champ d'interaction fort de l'Unun Panchon est correctement amplifié, l'effet gravitationnel produit à grande échelle permet de créer une distorsion du continuum espace-temps qui permet de raccourcir les distances et le temps de voyage pour une destination voulue. Effectivement, Einstein n'en avait pas parlé puisque ça a été découvert en 2004, officiellement par les scientifiques. Et ça aurait été plus intéressant que Nikola Tesla et ses travaux. Mais bon, vous voyez... Soupçonné par la sécurité d'emmener des amis près de la base chaque semaine pour observer les tests à basse altitude dans un top secret, Robert Lazar est démis de ses fonctions en 1989. Il affirme depuis que le gouvernement américain ou une autorité plus haut placée a cherché à le démolir et à effacer toutes les traces de son existence. C'est pour se protéger par sa visibilité que Lazar aurait donné cette interview en novembre 1989. Ce mode de propulsion fait penser au moteur à plasma. Il faut noter que pour atteindre certaines vitesses sans se désintégrer, certains vaisseaux doivent créer un écran de protection autour d'eux, qu'on voit dans certains films de science-fiction, même les Gardiens de la Galaxie, ou même Star Wars, Stargate, avec un gaz de plasma, c'est-à-dire un gaz électrisé par des électrodes produisant des étincelles, comme pour les bougies dans les moteurs de voiture.
Aucun atome naturel sur Terre n'a assez de protons et de neutrons pour que l'onde cumulée de gravitation A prolonge la gravitation au-delà du périmètre de l'atome. Maintenant, quoique la distance à laquelle l'onde de gravitation prolonge au-delà de ce périmètre soit infinitésimale, elle est accessible et elle a une amplitude et une longueur d'onde, juste comme n'importe quelle autre onde dans le spectre électromagnétique. Une fois que l'on peut accéder à cette onde de gravitation A, on peut l'amplifier juste comme nous amplifions d'autres ondes électromagnétiques. De façon similaire, les ondes gravitationnelles A sont amplifiées et dirigées de manière à causer des distorsions de l'espace-temps désiré. Pour terminer, cette onde A de pesanteur amplifiée sera si puissante que la seule source naturelle de pesanteur qui pourrait faire se tordre l'espace-temps de telle manière sera un trou noir. Nous synthétisons des éléments plus lourds et instables en employant des éléments plus stables, comme cible dans un accélérateur de particules. Nous bombardons alors l'élément cible avec diverses particules atomiques et subatomiques. En faisant ceci, nous forçons réellement des neutrons dans le noyau de l'atome et fusionnons, dans certains cas, deux noyaux différents. À ce moment, la transmutation se produit, faisant de l'élément cible un élément différent et plus lourd. Comme exemple, au début des années 80, le laboratoire pour la recherche d'ions lourds à Darmstadt en Allemagne synthétisait un certain élément 109 en bombardant le bismuth 203 avec du fer 59. Et pour vous montrer comment il est difficile de faire ceci, ils ont dû bombarder l'élément de cible pendant une semaine pour synthétiser un atome d'élément 109. Et sur ce sujet, ce même laboratoire a projeté qu'à l'avenir, il devrait pouvoir bombarder le curium 249 avec du cal 148 pour aboutir à l'élément 116 qui se désintégrera alors en série de nucléides qui leur sont inconnus mais qui sont bien connus des scientifiques à S4 situés dans le complexe de l'installation de Groenbeek. Pour terminer ces deux derniers paragraphes, la durée pendant laquelle un élément existe avant qu'il se désintègre détermine sa stabilité. Les atomes de certains éléments se délabrent plus rapidement que les atomes d'autres éléments. Alors, plus qu'un élément se délabre rapidement, plus l'élément est considéré comme plus instable. Quand un atome se délabre, il libère ou rayonne des particules et de l'énergie subatomique, qui sont le rayonnement qu'un compteur GGA détecte. C'est un article issu de Bob Lazar. Le réacteur trouvé dans les gens extraterrestres allégués à S4, comme largement mentionné par le physicien Bob Lazar, est principalement basé sur un élément super lourd avec un nombre atomique de 115. L'élément 115 est nommé Unum Pentium dans les directives de l'IUPAC. Sa désignation périodique de sa configuration électronique apparaît dans le diagramme au début de la page. Effectivement. C'est quand même extrêmement important. Alors j'en profite bien sûr pour terminer sur la zone 51. Sur cette zone 51, je précise bien car il y en a d'autres bien évidemment. Et oui. En transposant, quand on dit zone 51, c'est pour expliquer que c'est une base secrète. Tout simplement. Une transposition. Voilà, comme je disais, ou en tout cas des installations militaires secrètes ressemblant à celle-ci. Voici la dernière théorie effrayante sur cette zone 51. Sur brain-magazine.fr par Hillel Schlegel. La dernière théorie sur la ligne d'arrière A51 est plus flippante que tout ce que vous avez pu imaginer. L'envoi Staline, peut-être un gris de zeta réticulé, on ne sait pas. Et au milieu, le docteur Mengele. Des enfants atrocement mutilés, ou quand possible, la réalité dépasse une fois de plus la fiction. À l'occasion de la sortie cette année du dernier livre de la journaliste d'investigation Annie Jacobsen, Phenomena the Secret History of the US Government Investigation into Extrasensory Perception and Psychokinesis, j'en ai parlé avec les sincères, c'était assez intéressant. Finaliste pour le prix Pulitzer 2017, qui est un succès de librairie annoncé, puisqu'il parle de trucs genre MK Ultra. Voilà.
Il est intéressant la manière dont on parle. C'est peut-être un magazine, peut-être pas pour, peut-être pour les ados et les jeunes adultes. C'est vraiment intéressant. Tout ce que les Américains adorent, donc, il nous a semblé judicieux de revenir sur la théorie qu'il avait propulsée sur des enquêteurs. C'est vraiment intéressant, hein, que ce soit Star Mag ou Fred Zone, même le site scientifique. Ouais, il y a un langage pour cibler les tranches de population. C'est vraiment intéressant. Donc je reprends après la parenthèse. Il nous a semblé judicieux de revenir sur la théorie qu'il avait propulsée Star des enquêteurs à succès, c'est-à-dire ceux qui cherchent des trucs et ensuite font des best-sellers avec les trucs qu'ils ont trouvés. Ce préambule introductif pour préciser face à l'énormité de ce qui suit qu'Annie Jacobsen est a priori loin d'être une illuminée qui prend Obama pour un reptilien et Trump pour un illuminato. Ça devrait se dire comme ça au singulier, non? Puisque les au-delà de tout soupçon, Washington Post, Los Angeles Times et New York Times ont plusieurs fois loué le sérieux de ses recherches et son opiniâtreté méthodologique. Même si plusieurs critiques se sont élevées contre son travail, le jugeant bâclé, mal sourcé et perclus d'erreurs factuelles. Ce n'est pas à nous de trancher, effectivement. C'est très bien précisé, entre parenthèses. Ainsi, dans Area 51, Unnecessary History of American Top Secret Military Base, paru en 2011, traduit en 6 langues et trustant pendant 16 semaines consécutives la best-seller list du New York Times, Annie Jacobsen balance sur Roswell le fameux alien de la zone 51 par rapport à cet alien. D'où le titre. Et pourtant, ce qu'elle y révèle n'avait pas eu d'écho majeur en France, alors même qu'elle avait suscité une vague avec un TV horrifié autant entendu. Donc on voit la photo de cette journaliste Annie Jacobsen. Cette idée, ça y est, hein. On a peut-être l'intro avait nos en cœur du sujet. Je sais pas si ça passe ou non. Enfin, bref, voilà. Et c'est vrai que c'est assez dur quand même cette vidéo, d'où la musique de fond, parce que c'est pas évident d'en parler sur internet, c'est pas évident. Voilà. C'est celle que l'homme de Roswell, dont on connaît les célèbres photos visibles un peu partout sur internet, et dont il est plus ou moins admis qu'elles ne sont pas des faits, quoique l'on saura-t-on jamais, n'était évidemment pas un martien, selon elle. Mais elle, en fait, elle veut, avant de continuer de lire, elle veut donner une information complémentaire. Bob Lazar, effectivement, a donné des preuves des extraterrestres, mais elle veut donner une autre information complémentaire. Et au niveau mainstream, vous êtes obligé de balayer la vérité de Bob Lazar et de dire, au lieu des extraterrestres, ce qu'elle dit, c'est mais la réalité qu'elle propose à la place est à peu près aussi ragoûtante que de regarder le film d'horreur Human Centipede en mangeant de boudins d'araignée au lieu de petits hommes verts. Il s'agirait d'enfants de 12 ans mutilés jusqu'à l'irreconnaissable par des scientifiques nazis mis au service du régime soviétique dans l'immédiat après-guerre. Dans son deuxième ouvrage, Area 51, c'est en se basant sur des informations très fouillées de scientifiques de tous horizons qu'elle avance que le fameux Orbe de Roswell, avec sa tête atroce de gamin hydrocéphale souffrant de malnutrition, ne serait en réalité que ça, un gamin mutilé par les soins d'un expert en la matière, le docteur Mengele en personne, pour lui donner l'apparence d'un extraterrestre. Le gosse aurait été embarqué dans un sort d'aéronef pas super bien foutu, mais équipé d'une carlingue en forme de soucoupe pour faire alien télécommandé vers les États-Unis depuis Moscou, et qui se serait malencontreusement craché dans le désert aux États-Unis parce que, bon, n'oublions pas, grâce sur les technologies communistes de 1947. C'est pour ça que j'ai lu tous les autres liens avant, parce que finalement, si vous lisez que ce lien-là, vous dites, bon, d'accord, c'est communiste, etc. Vous n'allez pas chercher plus loin. Mais l'information qu'elle donne est extrêmement importante, notamment par rapport aux enfants mutilés. Une information complémentaire à rajouter aux extraterrestres. L'idée du Kremlin, ça c'est ma vision, c'est mes recherches. Hein. Pour le collectif, l'idée du Kremlin aurait... Après, j'y ai pas été, c'est vrai, j'y ai pas été. Mais j'essaie de raisonner, d'avoir un peu de déduction simple. Sans trop compliqué, mais l'idée du Kremlin aurait apparemment été de créer la panique dans la population US en faisant se poser l'engin téléguidé de faire débarquer sur le sol yankee les 10 enfants physiquement transformés en pseudo-extraterrestres. Alors, on nous dit que c'est un ballon météorologique, et on nous rajoute que c'est un appareil communiste, etc. Vous voyez, ils essayent un peu de brouiller les pistes. C'est bien joué, mine de rien, mais
personnes avisées, ça marche pas trop. Mais même tout était au sol, l'effet s'est avéré presque le même qu'escompté, sauf que l'armée a vite mis la main sur le truc, histoire de le cacher aux yeux de tous pour les 50 années suivantes, on sait ce que ça donne. 31 500 000 résultats sur Google pour les mots-clés, Roswell les 66 millions, 66 000 pour RAF, tu vois, pas très efficace, pas de complot secret, les gars, du coup, tout le monde aura gobé le truc des extraterrestres. Alors que le corps retrouvé sur place sera ceux de gamins morts et cramouillés dans leur soucoupe trône. Une super idée de Staline. Aïe au meilleur cerveau d'Auschwitz, dont le pire de tous, pour aborder son président, on va dire, dans le bloc de l'Ouest, idée qu'il aurait eu après. Écoutez La guerre des mondes narrée par Orson Welles. Ce n'est pas des extraterrestres, pas plus, ce étaient des pilotes volontaires, c'était des cobayes humains, en l'occurrence des enfants. Bon, vous n'allez pas mettre autant de sécurité autour avec des barbelés électriques, des capteurs, des ceci, des cela. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est ce qu'elle avance à dame et cette nuit, ne pas faire des bons rêves. Etc. etc. Et donc Stranger Things. Pourquoi j'ai lu ce lien? Parce que c'est une information complémentaire que Bob Lazar n'a pas dit. Et il n'y a pas. Déjà, c'est déjà assez compliqué pour lui. Et Annie Jacobsen, elle connaît la réalité de Bob Lazar. Bien évidemment. Mais, finalement, c'est une journaliste d'investigation, elle n'y était pas. Donc elle ne peut pas préciser élément 115. Elle a fait des recherches et elle rajoute ça comme élément complémentaire. Après, c'est à nous de faire le tri, si je veux dire. Effectivement, Bob Lazar extraterrestre, et elle a dit on forme l'utilité. C'est les deux. Quand on voit le film, c'est très clair. C'est malheureux. Mais c'est trop. En plus, il y a un lien qui va le confirmer en plus. Qui va confirmer mes recherches et ce que je pense moi. C'est malheureux, c'est sûr. Alors bien sûr, comme je vous le disais, il y a une autre zone 51 aux USA. C'est cette base secrète située dans l'Ohio. Expliqué encore par un article de Fred Zone par Frédéric Pereira. Le 10 septembre 2017, on va lire en lecture immersive la deuxième séquence, parce qu'on avait déjà lu concernant Bob Lazar. On va lire la séquence de une autre base secrète dans l'Ohio. Cette fameuse base a fait couler beaucoup d'encre depuis les années 50, mais il a fallu attendre l'année 2013 pour que le gouvernement américain reconnaisse officiellement son existence. D'après les rares informations rendues publiques par les militaires, cette base située dans l'état du Nevada sera utilisée pour tester des armes militaires sophistiquées. Toutefois, les ufologues et autres complotistes ne sont pas totalement de cet avis. Beaucoup d'eux pensent ainsi que ces fameuses armes ont en réalité été développées à partir de technologies retrouvées sur cette fameuse soucoupe volante extraterrestre. Pardon. Si l'on croit Raymond Simonski, alors ce ne sera pas tout à fait le cas. En effet, cet ingénieur militaire à la retraite prétend avoir travaillé pendant 39 ans dans une autre base secrète située dans l'Ohio, une base qui abriterait de nombreuses technologies extraterrestres. La Wright-Patterson Air Force Base située à Dayton. D'après lui, les restes de la soucoupe volante et ses occupants n'auraient pas été transportés dans la zone 51, mais dans cette fameuse base. C'est intéressant ça d'avoir ces deux bases 51 et de faire un petit peu. C'est intéressant. Tactiquement pour eux, en tout cas. Une fois arrivé sur place, l'homme aurait été mis dans la confidence. Il aurait même rejoint la Foreign Technology Division, une équipe dédiée à la recherche sur la technologie extraterrestre. Durant toutes ces années, l'homme a bien évidemment été contraint en silence, mais il a subitement décidé de prendre la parole et de révéler la vérité aux yeux du monde après avoir pris sa retraite. Il a d'ailleurs publié un livre retraçant les années passées à travailler pour cette division. Un livre ironiquement intitulé 50 nuances de Harry. Bien sûr, suite à la publication de ce livre, l'ancien ingénieur a fait le tour des plateaux et de nombreux confrères lui ont naturellement demandé s'il avait des preuves à présenter pour appuyer son propos. Le retraité les a cependant bottés en touche, en répliquant qu'il était impossible de présenter ne serait-ce que l'ombre d'une preuve. Le gouvernement aurait en effet constitué une division secrète chargée de
récupérer les preuves en possession de tous les scientifiques liés d'une manière ou d'une autre à ce mystérieux et invérifiable projet de Bob Lazar. Bien sûr. Alors, il n'y a pas qu'aux USA, hein, les bases secrètes, souterraines, vous vous en doutez bien. Voilà. Il s'agit d'une zone 51 chinoise révélée par Google Maps dans le désert du Gobi, développée sur Bonjour. Bonjour.fr. Je remonte tout en haut, en lecture immersive, toujours, c'est fantastique. Intéressant, une zone 51 chinoise, donc, oui, par rapport à cette lutte géopolitique aux États-Unis, quelque chose d'autre qui se cache, bien sûr. Disons qu'il y a une zone 51 chinoise, c'est révélé par Google Maps. C'est quand même vraiment intéressant. La zone 51 chinoise, ou une autre théorie du complot. Google Maps révèle une base secrète dans le désert de Gobi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce qu'on voit en blanc, c'est un avion. Ce sont des avions. Donc là, on est très haut dans le ciel, mais les distances sont assez larges, quand même. Hein. Vous voir un avion, là, comme ça. Tout ça, ce sont des bâtiments. Donc c'est quand même assez impressionnant. Après, bien sûr, bien évidemment, que la Chine aussi a ses zones secrètes, c'est une évidence. Rien n'échappe aux théoriciens de la conspiration aux yeux aiguisés qui ont récemment repéré une base secrète dans le désert du Gobi et l'ont qualifiée de zone 51 chinoise. La base comprend la formation circulaire d'objets de bâtiments qui ressemblent quelque peu à la forme de Stonehenge. Il a été découvert sur Google Maps dans la région entre la Mongolie et Katmandou au Népal. Selon les théoriciens du complot, le site sert à des fins de haute sécurité que le gouvernement ne veut pas que le public sache. Donc là, on voit bien une photo de l'entrée de la zone 51, comme dans le film, aux États-Unis, au Nevada. Et puis c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il n'y a rien ici, et puis dès qu'on rentre, il y a du bitume. C'est absolument impressionnant. Donc je continue. D'autres, cependant, spéculaient que le site pourrait simplement être une base militaire secrète ou un réseau circulaire de panneaux solaires. À l'appui de ces affirmations, il y a le fait que la base n'est située qu'à environ 160 km de Jiuquan, une ville qui héberge le gouvernement spatial de la chaîne des théoriciens du complot, comme Brett et Blake Cousins, ne sont toutefois pas d'accord, les frères Cousins, dirigent une célèbre chaîne YouTube appelée Troisième phase de la Lune, dans laquelle ils abordent les mystères de leur propre point de vue. À peu près tout comme moi, bien sûr. Selon les frères, la base pourrait servir de piste pour les extraterrestres. Ils ont expliqué qu'il y avait clairement 3 avions et plusieurs tours de contrôle et camions situés au milieu de la base. 3 compagnies aériennes dans la formation circulaire de rochers et de bâtiments. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je regarde dans écrit les frères, mais ça ressemble presque à Stonehenge de cette vue aérienne, effectivement. Ils ont également suggéré que le site pourrait être la zone 51 chinoise. Effectivement, on voit bien les avions. C'est une évidence. Après que leur poste controversé soit devenu viral, les gens ont fourni leur propre explication du phénomène. Une autre structure bizarre, et ça nous fait rappeler la ligne de Nazca, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il y a des choses... Il y a peut-être des choses souterraines à Nazca. Pas par rapport au gouvernement péruvien, mais bon, historiquement, dans le passé. Une autre structure bizarre repérée par un satellite de Google Maps aux frontières du Xinjiang et de la province du Gansu. On va voir bien. Je sais pas, c'est impressionnant en tout cas. C'est vraiment impressionnant. C'est peut-être un énorme panneau solaire pour la vie souterraine. Pourquoi pas. A suggéré l'utilisateur YouTube. Un autre a dit que le site ressemble à une ancienne base militaire. Alors encore une fois, d'autres traces, pourquoi pas, effectivement des lignes comme ça. C'est intéressant. Ça fait penser un peu du cuivre comme ça, pour prendre les énergies. Arrêter avec le battage médiatique, c'est un test pour les avions de reconnaissance, leur caméra et leur équipement de ciblage, a écrit un commentateur qui n'est clairement pas un fan des théories de conspiration. Pour terminer, quelle est selon vous la bonne explication de cette base mystérieuse? Faites le doux savoir dans les commentaires. Si vous n'oubliez pas de partager
article, bien évidemment. Alors là, il y a encore une autre zone 51, mais cette fois-ci d'un point de vue maritime, comme je dis, zone où peut-être c'est échoué, hein, en sous-zone 51.5 ici. Pourquoi pas le vol MH370, ou alors disparu par un vortex, voire victime d'une manipulation à distance, ou alors malheureusement par rapport à ce vol MH17 abattu, tout simplement. Sur fiche commerciale Names Europe, hein, voilà, la zone 51, océan Indien ouest, donc on voit bien la zone, c'est une zone 51, tout simplement, donc c'est intéressant, tout simplement. C'était une information en plus, et on est là pour partager les informations, hein, tout simplement, mais s'il n'y a pas de lecture. Et là, la dernière séquence de lecture, pour finir cette vidéo, la lecture d'un passage du livre de David Icke. Race humaine, lève-toi, le lion s'est réveillé. On y va. Sur books.google.fr. Donc là, j'ai montré le livre, il ressemble à ça à peu près. Le livre de David Icke. Race humaine, lève-toi, effectivement. C'est quand même assez incroyable. Je parlais des anciens, enfin, des alerteurs précédemment, sans nommer David Icke, bien évidemment. Comment on peut oublier? C'est quand même intéressant. Alors, je vais aller au début de lecture que je me suis proposé. Le temps que ça charge, hein, les pages, je remonte un petit peu. Ça résume un peu tout. Que ce soit la 6e partie avec l'arbre de feu et même cette vidéo-là, ça rassemble un peu tout, puis ça fait le lien aussi avec l'aéroport de Denver, bien évidemment. Je remonte, voilà. Je commence à partir de ce chapitre. J'agrandis et on va faire au mieux. Et voilà, c'est fantastique. La séquence de, bien sûr. Et David Icke avec des témoignages de personnel. Je l'ai dit, effectivement, on n'y était pas, mais ce sont des témoignages de personnel. Les travaux de David Icke sont de grande qualité. Bien évidemment. Alors, le paragraphe 13, mais alors où sont-ils? Les reptiliens sont arrivés et se sont disséminés parmi nous. Ça fait penser aussi aux Anunnaki, comme le décrivent les récits anciens, par rapport à Nibiru, bien évidemment. Puis est venu le temps où ils se sont transformés en nombre, symboliquement et littéralement. Ils se sont cachés derrière l'apparence humaine de leur lignée d'hybride. Il existe des reptiliens qui vivent au cœur de la Terre, mais le foyer principal de la manipulation réside au-delà de la lumière visible. Et il détient des familles d'hybrides. La plupart de ces lignées opèrent à la surface de la Terre, mais d'autres vivent sous terre dans le cadre d'un système de contrôle dissimulé. Quand il est dit que les reptiliens viennent d'Orion, de la constellation du dragon, nous ne parlons pas nécessairement de notre réalité ou de notre gamme de fréquences. Les planètes et les systèmes stellaires, y compris la Terre, existent aussi dans d'autres dimensions. Je t'en ai parlé avec l'arbre cosmique, bien sûr. Mars, par exemple, possède une atmosphère et un paysage dévasté à la lumière visible, mais pourrait grouiller de vie dans d'autres dimensions. On l'a bien vu avec John Carter. Les reptiliens, le film John Carter, les reptiliens les plus significatifs en termes de contrôle humain sont ceux qui opèrent dans la 4e dimension et se déplacent entre dimensions et la réalité de notre 3e dimension par le biais de moyens interdimensionnels, de passerelles interdimensionnelles, et grâce à la manipulation de l'énergie qui prend en forme lors de rituels malfaisants. Les passerelles sont des points de vortex importants sur le champ d'énergie de la Terre qui font tourner les dimensions ensemble. Oui. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez vous déplacer grâce à ces champs d'énergie, ces tremplins menant d'un champ d'énergie à un autre. Les histoires comme celle de C.S. Lewis, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, comme le film, c'est un film. La boussole d'or, The Golden Compass, c'était plutôt Narnia, le monde de Narnia, pardon. C'est pas The Golden Compass, la boussole d'or. C'est plutôt le monde de Narnia, et dans laquelle des enfants entrent dans une armoire et se retrouvent dans une autre
dans une autre réalité reflète bien cela. Sumer aujourd'hui Irak est le foyer de passerelles et de portails d'énergie significatifs comme l'Égypte, mais on peut en trouver d'autres dans le monde entier. Donc là, on voit, c'est vraiment impressionnant. La figure 143, les reptiles ont plus d'influence sur les lignées d'hybrides que sur la population en général, à cause de la résonance vibratoire provenant d'un ADN compatible. Ce sont des informations complémentaires. On en parle dans le mainstream maintenant, avec numéro 23 et une théorie. Ce ne sont que des informations complémentaires. Donc, de toute façon, ce que je dis, c'est mainstream. Je préfère dire ça par rapport, par rapport à l'algorithme. Ceux qui pensent que cela est trop tiré par les cheveux devraient jeter un œil aux recherches effectuées à l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong et à l'Université Fudan à Shanghai, et publié dans une New Journal of Physics. Les scientifiques y décrivent le concept d'une passerelle pouvant bloquer des vagues électromagnétiques, mais permettant le passage d'autres entités. Il parle également d'un portail caché, comme il en est question dans le livre de science-fiction. Ce concept est basé sur la manipulation de la lumière et d'autres formes de radiation électromagnétique dans des directions complexes afin de créer un portail caché ajustable et pouvant être activé à distance. Ceci est la technologie de forme très avancée qu'ils ont implantée dans des bases souterraines. Et sous d'importants centres de contrôle, comme le Pentagone, où des reptiliens de la quatrième dimension se manifestent et agissent de concert avec leur laquais humain semi-humain. Le projet chinois implique des substances métalliques semi-conductrices que l'on nomme métamatériaux, et avec ce type de substances. Il y a des problèmes de semi-conducteurs en ce moment. On ne sait pas. Il est possible de créer par exemple une cape d'invisibilité, ça fait penser peut-être à Doctor Strange, avec sa cape en symbolique, comme celle d'Harry Potter. Quand on pense que l'on est là en ce qui concerne les recherches officielles sur les passerelles, on peut imaginer où l'on en est sur les projets souterrains pour lesquels l'argent n'est pas un problème. Et plus encore, où en sont les reptiliens de leur recherche. Leur technologie est tellement avancée qu'à côté, celle sur le portail caché fait office de vieux vélo. Ça fait penser aussi au 2018 avec le vélo. Avant que les gens de crient, mais c'est impossible. Il faut qu'ils comprennent que ce que l'on dit être à la pointe de la science humaine n'est simplement que le premier degré de ce que les reptiliens savent faire, vu que c'est une espèce extraterrestre. C'est pas une question de plus évoluer, c'est qu'elle a plus d'expérience dans le cosmos, tout simplement. Elle existe plus longtemps dans le cosmos, donc elle a accumulé, comme les jumeaux, les autres types, les gris, les nordiques, les vénusiens, etc. Ils ont tous plus d'expérience. Et donc, il y en a qui essayent de nous élever comme Samantha, le Christ et d'autres. D'autres essayent de contrôler avec le nouvel mondial et le défaut de liberté qu'on est en train d'avoir. Tout simplement. Les reptiliens qui contrôlent ont des organismes qui leur permettent d'interagir avec leur dimension. La quatrième dimension, bien sûr, cela veut dire qu'ils vibrent à un rythme différent de notre troisième dimension. Ils doivent utiliser les lignées d'hybrides pour manipuler cette réalité, car lorsqu'ils pénètrent par le biais de moyens interdimensionnels de passerelles d'énergie, ils ne peuvent y rester longtemps, sinon ils sont limités à des zones manipulées technologiquement pour vibrer plus près de leur gamme de fréquences. La série télévisée britannique de science-fiction Torchwood, diffusée sur la BBC, a inclus, vous voyez que c'est bien mainstream, c'est la télévision britannique, une troisième saison intitulée Les Enfants de la Terre, et présentant des extraterrestres qui ne sont capables de vivre sur Terre que grâce à des réservoirs d'isolement dotés d'une atmosphère qui leur convient. Ces extraterrestres apparaissent dans les réservoirs d'isolement par le biais de colonnes de feu. Ils demandent que 10%, ça c'est dans Torchwood, 10%, et c'est une information, prends en compte, ils demandent que 10% des enfants de la population mondiale leur soient remis. Les deux thèmes se basent sur des faits que le temps soit conscient ou non, car la quatrième dimension des reptiliens n'a aucun synchronisme avec notre gamme de fréquences vibratoires. Et le pacte conclu avec, entre guillemets, les dieux, inclut le droit de prendre les enfants humains avec l'aide des lignées de leurs services de renseignement clandestins et des réseaux militaires. C'est pensé un peu à QAnon,
à ce discours, effectivement. Les hommes sont la nourriture des reptiliens. Ça me fait penser aussi un peu à la chaîne alimentaire. C'est malheureux. Mais on reste. On fait partie du groupe mammifère. Tout simplement. Les hommes sont la nourriture des reptiliens, leur denrée de base. C'est dur de dire ça pour un être humain, c'est terrible. Mais bon, David Icke fait un travail extraordinaire. Voilà, il faut être humble dans la création, dans le cosmos. Tout simplement. Il faut l'humilité, c'est dire qu'il y a d'autres êtres qui ont une plus grande expérience dans leur espèce, dans leur parcours cosmique. Dans la troisième dimension, c'est leur nourriture physique, alors que dans la quatrième dimension, il représente un aliment énergétique, justement, produit par des émotions de base, vibrations, j'en ai parlé quand même, hein, des états mentaux, comme la crainte, la haine, la colère, le stress, le souci, la dépression, c'est ce qu'on vit en ce moment, tout le monde. Là. Un grand nombre d'enfants, ou de plus grands disparaissent chaque année. Ça, c'est un fait, il y a beaucoup de disparitions d'enfants, partout dans le monde. C'est un fait, tout simplement. Finissent par être consommés par des reptiliens. Cela se passe dans des rituels malfaisants, en surface ou dans de bases souterraines. J'aime pas dire l'autre mot parce qu'après j'ai des problèmes peut-être au niveau de l'algorithme. Donnant sur d'anciennes cavernes ou des galeries dans lesquelles les reptiliens et d'autres espèces non humaines comme les gris et les nordiques aux cheveux blonds et aux yeux bleus se sont mis à l'abri du regard des humains pendant des milliers d'années. En ce qui concerne les hommes, il n'y a qu'à regarder la façon dont ils considèrent le bétail. Alors, peut-être que les nordiques, gris et espèces non humaines sont cachés. Pourquoi cette civilisation? Parce que dans les mondes de l'énergie libre, animiste, et les anciennes civilisations égyptiennes ou ailleurs, d'énergie libre, avec cette connaissance de l'élément 115 tranquillement, en construisant les pyramides très lourdes, tranquilles, il y avait contact avec. Donc la civilisation était peut-être évoluée là mieux dans l'esprit. Alors que là, les gens sont stressés, etc. Ils ne sont pas informés par rapport à l'IVU. Et donc, ça garde les gens comme ça. On veut les mettre peut-être dans un état mental. C'est pour ça qu'on est dans ce récit-là assez stressant, quoi. Mais il faut comprendre une vision globale par rapport au soleil noir, etc., astrologique. Ça c'est d'autres êtres qui peuvent comprendre tous ces éléments en même temps. C'est pas si évident, mine de rien. Donc je répète, en ce qui concerne les hommes, il n'y a qu'à regarder la façon dont ils considèrent le bétail comme une source de nourriture. C'est là où on revient aux religions, avec des animaux sacrés, pas manger d'autres animaux. La civilisation égyptienne, une action modifiée, la vache sacrée, les éléphants sacrés, etc. Ça vient de là, et c'est les religions qui nous donnent ces éléments. Mais nous, on doit savoir quand même que c'est pas sympa quand même de considérer le bétail de cette façon. Surtout quand on voit ce qui se passe dans les abattoirs, quand on voit L114 ou leurs vidéos, c'est terrible. On n'a pas à faire ça non plus. Donc c'est quand même assez terrible. On retrouve dans des récits anciens et sur des représentations ce thème de la race des serpents dévorant les humains, et ce, dans le monde entier. Donc c'est ça malheureusement. Si on considère mieux les règnes inférieurs, ça ira mieux, peut-être avec on sera mieux déjà dans l'esprit, énergétiquement on sera mieux, avec des interactions, donc ça nous permettra d'être connectés plus élevés. C'est ce qui était dans les anciennes civilisations. Et donc ça ne permettait pas cette prédation de la matrice asservissante. Tout simplement. Donc on voit certaines figures. Là on voit la figure du Sud-Africain Credo Mutwa et Alpha Romeo. Des représentations montant des entités reptiliennes dévorant des hommes se retrouvent partout. Credo Mutwa a peint une de ces images sur ses luttes afin de symboliser les histoires ayant cours en Afrique. Et comme vous pouvez le voir, le logo du constructeur automobile italien Alfa Romeo dépeint la même chose. Alors, vous voyez bien qu'ici j'ai créé l'idée entre l'aéroport de Denver et zone 51, ça fait partie de mes recherches, bien évidemment, de transposition logique. Hein, l'enfer en dessous. Malheureux, on voit bien dans l'arbre cosmique, l'Yggdrasil, en dessous on a des êtres étranges, qui ressemblent aux gris aussi. Et il ne faut pas oublier la série Game of Thrones, sans spoil bien sûr. C'est fantastique à regarder tout le récit. C'est un récit assez extrêmement bien ficelé.
de la part de John Martin, donc c'est absolument fantastique. Donc c'est quand même vraiment très intéressant, il y a beaucoup d'informations qui sont derrière. Il existe également des colonies souterraines de reptiliens de la troisième dimension qui sont reliées à des bases militaires souterraines du monde entier. Effectivement, j'ai parlé de la Terre, de la géophysique, du géoïde. Effectivement, il y a un qui est creux, on peut faire, si on connaît bien le noyau et comment ça se passe, aucun souci. On peut aller, par exemple, de la Russie, vous descendez en Amérique du Sud. Tout simplement. Si on connaît, hein, y compris l'Antarctique. Elles sont particulièrement répandues aux États-Unis où les bases et les villes souterraines sont reliées par des. Très clairement, hein, c'est le 51e État. Hein. Les deux zones 51 qu'on a vues aux États-Unis, plus l'aéroport de Denver. C'est un État. C'est un État souterrain, tout simplement. Où les bases et les villes souterraines sont reliées par des réseaux de galeries comportant des systèmes de transport électromagnétique. On voit bien dans le Wakanda, hein, dans Black Panther, le transport de réseaux magnétiques. Incroyablement rapide, ainsi que des technologies de pointe que je décrirai plus tard. C'est fantastique, tout livre à lire, je pense que ça doit être vraiment intéressant. Après, il faut avoir une ouverture d'esprit. Si les gens ne sont pas au fait de ce sujet-là, ils vont avoir du mal. Ça, c'est vrai aussi. Les reptiliens et les autres groupes d'extraterrestres détiennent aussi des bases sous les océans, les lochs et les lacs. Ce qui nous remet en mémoire que les reptiliens ont été souvent perçus comme les dieux poissons. On voit bien dans le film Water, le film dont j'ai oublié le titre, qui est avec un reptilien dans l'eau. Justement, j'ai oublié le titre. Hein, mais c'est quand même impressionnant. Le film de Guillermo del Toro, non pas Guillermo del Toro, en plus il a réalisé Le Labyrinthe de Pan, il me semble. Ça va peut-être me revenir, c'est impressionniste. Les impressionnantes infrastructures souterraines de Dulce et de Los Alamos au Nouveau-Mexique, ainsi que celles de China Lake dans le désert de Moraves, dans le désert de Moraves, au nord-est de la Californie, font partie des bases reptiliennes humaines des États-Unis. Hein, donc lui, David Icke, j'ai roulé, hein, donc, il a roulé autour du périmètre du China Lake 2 ou 3 fois, c'est une vaste zone, avec pratiquement rien en surface. Grâce à un système de galeries creusées à une vitesse incroyable, avec l'aide de la technologie nucléaire, ce complexe est relié aux bases souterraines de la vallée de la mort et à la base aérienne Edwards, ainsi qu'à d'autres endroits encore plus reculés, comme le mont Shasta, c'est le chakra racine de la Terre Gaïa, de la planète. Comme le mont Shasta en Californie, Las Vegas, la zone 51 dans l'état de Nevada, Sedona en Arizona, et au sinistre aéroport de Denver, dans le Colorado, qui, comme les chercheurs l'ont massivement exprimé, servirait de couverture à une base souterraine, bien évidemment. L'aéroport est orné du symbole des formations de gargouilles reptiliennes et d'horribles peintures murales représentant une humanité subjuguée par le mal. On voit bien, j'en avais parlé bien sûr, une scène horrible, fresque de l'aéroport de Denver représentant une prise de pouvoir fasciste. Une peinture murale grotesque représente 3 cercueils reformant 3 femmes mortes, une femme juive, une amérindienne, une femme noire. Une autre fille tient une tablette maya qui raconte la destruction de la civilisation, un énorme personnage décrit par le chercheur Alex Christopher comme étant un Dark Vador vert piétine une ville détruite. Alors, toujours cette couleur vert pâle d'absinthe. Une épée à la main alors que les femmes marchent le long d'une route tenant dans leurs bras des bébés morts. Des enfants de toutes les couleurs de tous les pays sont représentés avec des armes enveloppées dans le drapeau national de leur pays et ont l'air de les remettre à un petit Allemand en costume bavarois, tenant un marteau dans sa main de fer en tapant sur une oncle. Phil Schneider, le fils d'un commandeur de U-boat de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré qu'on lui avait commandé de construire un certain nombre. Il fait penser, ce petit blond qu'on voit, bavarois, il a quasiment le même visage qu'on voit à la fresque de la Bank of America, aussi, dans The Economist 2016, avec la licorne sur la tête. Avec sa casquette et la licorne sur la tête. On a bien vu ça. A déclaré qu'on lui avait commandé de construire un certain nombre de bases souterraines très profondes aux États-Unis. Donc je reprends ici. J'ai visionné certaines de ses conférences au moment où il a commencé à parler publiquement de ses réseaux de bases de villes et de galeries
souterraine construite aux États-Unis. Cet homme est mort peu de temps après, des circonstances assez suspectes, mais sa mort est passée pour un suicide. Schneider disait que l'aéroport de Denver était relié à une base souterraine très profonde, comportant au moins 8 étages et renfermant. Alors, j'ai un petit souci technique. Alors, on me dit que j'ai dépassé. On me dit que j'ai dépassé le. Ah bah oui, c'est revenu. Je suis désolé. Et renfermant. C'était le temps que ça charge en fait. Hein. Vous voyez, toujours le problème technique, c'est pour ça. Il faut être humble. On continue, je profite. Il n'y a plus rien. Comme quoi, l'eau avec du citron, c'est super. Comportant moins 8 étages et renfermant. Une ville souterraine dont le volume atteint 4 à 6 km3, ainsi qu'une base énorme. D'autres témoins ayant été sous l'aéroport de Denver, ce témoin affirme que l'on y trouve un grand nombre d'esclaves, dont beaucoup d'entre eux sont des enfants qui travaillent sous le contrôle des reptiliens. Phil Schneider a revendiqué avoir aidé à la construction de 2 autres bases, la zone 51 au Nevada et Dulce, Nouveau-Mexique. Je rapporte dans le plus grand secret les scènes horribles décrites par d'anciens salariés de bases militaires souterraines comme celle de Dulce, de Los Alamos au Nouveau-Mexique, et ceux qui disent reflètent la même chose que ce que racontaient les descriptions sumériennes au sujet du monde souterrain, ainsi que d'autres récits tout autour du monde. Voici 2 comptes rendus de personnes ayant, d'après ce qu'elles disent, travaillé à Dulce. Ce sont des témoins, tout simplement. Et David Icke fait avec Annie Jacobsen et Bob Lazar fait le lien. Vous voyez, c'est 2 informations, et lui, il les regroupe, tout simplement. En allant sur le terrain, et en voyant, en commentant, en faisant un travail de journaliste, tout simplement. C'est important ça. J'ai vu des humains à plusieurs jambes, qui ressemblaient à des êtres humains, de toute façon, mi-pieds, de toute façon, c'est comme dans le film. Hein. Donc, Guillermo del Toro, excusez-moi, le nom est revenu, Guillermo del Toro. La forme 2, le Shape of Water, c'est revenu. J'ai aussi vu des reptiliens humains, c'est mainstream, il n'y a aucun problème. J'ai aussi vu des reptiliens humains, des créatures venues dont les mains ressemblaient à celles des hommes, qui poussaient des cris de bébés qui reproduisaient des mômes. Mais j'ai vu aussi un grand mélange d'hommes lézards en cage. Si vous entendez ça sur certains médias mainstream, ça peut être compliqué, effectivement. Là, pour le coup, on ne parle pas d'un film, mais là, on parle de témoignages. Ça, c'est autre chose. J'ai souvent vu des hommes dans des cages, généralement hébétés et drogués, mais parfois les crier demander de l'aide. On nous a dit qu'ils étaient aliénés et qu'ils participaient à des tests médicaux à haut risque ayant pour but de guérir de la folie. On nous a demandé de ne jamais leur adresser la parole. Au début, on a cru à cette histoire. Finalement, en 1978, un petit groupe d'ouvriers a découvert la vérité. La plupart de ces personnes qui travaillent dans ces établissements ne savent rien de l'endroit où elles se trouvent. Les bases sont structurées par plusieurs étages. Au niveau plus vous descendez, plus vous avez besoin d'une autorisation spéciale. Le niveau le plus bas s'ouvre sur la caverne et des réseaux de galeries. Ceci permet aux scientifiques humains, au personnel gouvernemental et militaire de travailler en collaboration avec les reptiliens sur des programmes génétiques et technologiques afin de faire avancer le plan du contrôle de l'humanité. Je suis désolé, mais là, c'est ce qu'on voit en ce moment. Et avec la vaccination, c'est pas oxyde de graphène, c'est quand même incroyable. Là, je crois que là, c'est quand même très clair. Quand à toutes ces mises en place liberticides qui se passent et la différenciation, tout ça, c'est énergétiquement, ça peut les avantager, quoi, parce que c'est terrible, en fait. Donc, cette dernière phrase, la plupart des avancées technologiques majeures qui permettent un asservissement toujours plus grand de la population commence de cette façon et on invente une histoire pour expliquer comment cela a été découvert et développé. Ces technologies sont diffusées à la surface de la Terre conformément à l'échelle temporelle, selon laquelle elles sont supposées voir le jour. Les reptiliens se servaient des ordinateurs, de la nanotechnologie et de bien d'autres choses encore, que l'homme était à frapper 2 sexes l'un contre l'autre. Comme les initiés l'ont révélé, la technologie du téléportement Scotty n'est absolument pas de la science-fiction.
Ça se rapporte à ce que certains chercheurs appellent des salles de saut au sein des bases aériennes souterraines secrètes. Ces salles de saut transportent en un instant leurs occupants dans d'autres parties du monde, mais aussi dans des bases souterraines extraterrestres de la planète Mars. Arthur Neumann, un de ses initiés, est arrivé en 2009. Au sommet d'exopolitique de Barcelone, il y a une vie sur Mars. Il existe aussi des bases sur Mars, j'y suis allé. Il a dit qu'il avait été impliqué dans des programmes technologiques ultra secrets au Royaume-Uni et aux États-Unis, et il a décrit comment il avait été téléporté dans une base extraterrestre sur Mars, où il dit avoir participé à une réunion au sujet d'un projet à laquelle assisterait les représentants d'une civilisation intelligente qui vit dans des villes construites sous la surface de cette planète. Le mal dit que ces extraterrestres ressemblent pratiquement à des humains et qu'ils pourraient marcher dans la rue sans que qui que ce soit ne se retourne sur leur passage. C'est seulement quand on est près d'eux que l'on remarque la différence, dit-il. Voilà où nous en sommes pendant que l'humanité s'affaire tous les jours pendant que l'on attend son bus, que l'on est coincé dans des embouteillages et que l'on oublie comment est parti ce monde est dirigé, la technologie des points est bien là depuis le début. Attendant d'être présenté à la société humaine comme l'exige le système de contrôle perpétuel. On a Nikola Tesla pour l'émancipation de l'humanité, vous voyez, complètement blacklisté malheureusement. Quelle aurait été l'utilité d'introduire les ordinateurs et la nanotechnologie en 1650? On introduit ces technologies quand elles peuvent être utilisées par et sur la population humaine. La quatrième dimension des reptiliens opère dans une réalité différente et sa relation au temps est différente. Cela signifie que les reptiliens peuvent déplacer notre technologie vers le haut ou vers le bas et introduire les technologies au moment le plus approprié pour faire avancer leur plan de contrôle. Cela permet à ceux qui occupent les plus hautes fonctions au sein des Illuminati, représentant par un vieil homme barbu, d'avoir une production interne de la société mondiale conçue pour changer. Pour terminer cette séquence, je lis toute cette séquence parce que c'est fondamental. Les reptiliens ont une relation différente au temps et peuvent déplacer notre chronologie vers le haut, vers le bas, au moment le plus opportun, afin de promouvoir leur plan. Ceux qui ont accès à la stratégie reptilienne sont capables d'écrire des livres prophétiques parlant de technologies qui n'ont pas à leur époque été inventées. Il n'y a pas besoin de les inventer, les reptiliens l'ont déjà fait depuis longtemps. Quand le moment semble approprié, on les présente à la société des hommes. C'est pourquoi des livres prophétiques ont été écrits, beaucoup sous forme de romans, comme 1984 de George Orwell, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui s'avère être extrêmement précis même des décennies après. Ces livres parlent de l'utilisation de technologies qui n'étaient pas connues quand ils ont été écrits. Ça me fait penser aussi à la lettre d'Albert Pike, tout simplement. Qu'ils écrivent leur récit. Les reptiliens ont créé une structure hiérarchique pour le contrôle mondial dans laquelle les lignées d'hybrides qu'ils détiennent sont manipulées dans le monde entier par le biais du pouvoir ainsi que le sont leurs agents et leurs hommes à tout faire. Ces dirigeants peuvent se battre entre eux pour accéder à encore plus de pouvoir, mais il reste unique quant au but final, la suppression et l'asservissement de l'humanité. J'ai expliqué que ça c'est un but malfaisant de certaines entités malfaisantes et des entités positives. Mais c'est à nous aussi d'être autour positif par rapport au règne inférieur surtout et entre nous aussi. Et quand on voit vacciner ou non vacciner, justement, ça ne nous aide pas, vous voyez, hein, c'est bien fait. Moi aussi, je commence à dire trucs par rapport à Brain Magazine. Ce sont eux qui déclenchent les guerres, eux qui font la politique et la finance au nom des reptiliens. Quand des pays sont en guerre, les dirigeants des hybrides reptiliens ne se battent pas, ne souffrent pas et ne meurent pas. Ce sont les hommes que l'on oppose les uns aux autres. Donc pour terminer, ce que je dirais dans le monde, les reptiliens de la quatrième dimension possèdent des lignées d'hybrides. On voit bien chaque pays, Afrique, royauté, contrôle des gens, Australie, religion, Chine, armée, pays musulmans, médias, Royaume-Uni, finance, États-Unis, politique. Pour terminer. Après, il y a plein d'autres choses intéressantes, bien sûr, mais on est à plus d'une heure 20 peut-être de vidéo. La structure du contrôle mondial. Les reptiliens dictent leur plan à leur lignée hybride du horizon des Illuminati. Les Illuminati manipulent la société humaine afin de mettre en place un État organisé. Donc on est en plein dedans. Donc les gens commencent à s'éveiller,
Donc ils accélèrent, on commence à voir d'autres personnes, surtout les réseaux sociaux, du 15 août. Je ne suis pas le premier à le faire, bien évidemment. Moi, je suis là de manière complémentaire. Mais quand vous avez d'autres personnes qui disent le 15 août, ça commence à être très inquiétant. Donc là, c'est le week-end. Le week-end du premier, on va dire. Lundi 2, pour celles et ceux qui n'ont pas fait de provision, je vous conseille de faire les provisions. De manière humble. Bien stocker tranquillement. Commandez mieux vos prévenir que guérir. Je ne suis pas le premier à dire, mais moi je le redis encore. Parce que c'est fondamental. Tout simplement. Et c'est fondamental. Donc je m'arrêterai là. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est une vidéo en complément de la 6e partie, que je ne pouvais pas mettre en 6e partie, que j'ai préféré élargir pour bien informer, pour bien développer. Mais très clairement, elle fait la synthèse aussi de la 6e partie. Elle l'enrobe bien. Et comme ça, on comprend mieux la mythologie, les symboliques, comment ça se passe aussi. Dans les coulisses un petit peu, cette vidéo, comparée à la 6e partie. Il y avait évidemment d'autres choses. Mais là, c'était quand même assez volumineux. Donc, n'hésitez pas à vous dire vos commentaires. Si vous avez des informations complémentaires, on est tous preneurs. Le collectif est preneur, n'hésitez pas. C'est une vidéo d'information pour le collectif. On a quand même des éléments mainstream, de séries, de films. Moi, je suis là pour synthétiser le tout et pour le donner au collectif. Pour que ce soit agréable au possible. Donc, maintenant, je vous libère. Merci vraiment à vous. Vos abonnements, hein, n'hésitez pas à vous pouces lever pour le référencement. Mais bon, vous avez compris comment ça se passe maintenant. Mais quand même, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À la prochaine, merci.